Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Maintenant au siège de la CEI, la commission électorale indépendante, c'est là que les résultats seront donnés. Bonsoir Christelle Pire, vous êtes notre correspondante sur place, notre point de fixation en Côte d'Ivoire. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez ? Alerte maximale à Abidjan. Le régime Ouattara vacille. Les élections au bord de l'annulation totale, avec une participation catastrophique sous les 50%. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Et le peuple jubile pendant que le palais présidentiel vit ses pires cauchemars. Le silence pesant qui règne actuellement dans les couloirs du pouvoir ivoirien révèle l'ampleur d'une crise sans précédent. Jamais depuis l'indépendance, un scrutin n'avait suscité autant d'indifférence populaire, transformant ce qui devait être une victoire anticipée en un cauchemar politique pour le régime en place. Les lumières du palais présidentiel restent allumées tard dans la nuit, témoignant des consultations d'urgence qui se multiplient face à une réalité impossible à ignorer. Le peuple ivoirien vient d'infliger au pouvoir la plus cinglante des défaites, non pas par les armes ou la violence, mais par son absence massive dans les bureaux de vote. Cette abstention massive représente bien plus qu'un simple désintérêt électoral. Elle constitue un verdict populaire sans appel contre des années de gouvernance contestée. Les stratèges du régime, réunis en cellules de crise, scrutent désespérément les chiffres qui remontent des différentes régions du pays. Chaque nouveau procès-verbal confirme l'ampleur du désastre politique en cours, rendant de plus en plus difficile toute tentative de présenter ce scrutin comme légitime. L'angoisse monte au sein des cercles du pouvoir, car tous comprennent les implications d'une participation inférieure au seuil fatidique. Les téléphones ne cessent de sonner entre le palais et les différentes institutions chargées de gérer cette crise électorale inattendue. La question obsédante qui hante désormais les nuits du régime est simple mais terrifiante. Comment justifier une élection que la moitié du peuple a choisi d'ignorer totalement ? La commission électorale indépendante se retrouve placée sous une pression extraordinaire dans cette situation inédite. Censée être l'arbitre neutre du processus démocratique, elle doit maintenant naviguer entre la réalité des urnes désertes et les attentes pressantes du pouvoir. Son président, visiblement mal à l'aise lors de sa première allocution publique, a tenté de minimiser la portée de ces chiffres alarmants en invoquant le caractère partiel des résultats disponibles. Pourtant, les mathématiques sont impitoyables et ne mentent jamais dans leur froide objectivité. Avec seulement 30% des procès-verbaux analysés, révélant une participation de 48,23%, la trajectoire des chiffres définitifs devient prévisible. Les experts électoraux indépendants s'accordent sur une analyse troublante. Les premiers résultats proviennent traditionnellement des zones favorables au pouvoir, celles où la mobilisation électorale est historiquement la plus forte. Lorsque remonteront les données des régions où le boycott a été massivement suivi, la moyenne nationale subira inévitablement une chute vertigineuse. Certains analystes prévoient même une participation finale, oscillant entre 35 et 40% du corps électoral. Cette perspective glace le sang des responsables gouvernementaux qui comprennent qu'aucune manipulation cosmétique des chiffres ne pourra masquer une telle débâcle démocratique. La crédibilité même de l'institution électorale se trouve mise en jeu dans cette épreuve sans précédent pour la démocratie ivoirienne. La capitale économique du pays offre le spectacle le plus édifiant de ce rejet populaire massif du scrutin proposé. Abidjan, poumon économique et centre névralgique de la vie politique ivoirienne, n'a enregistré qu'une participation de 35% environ. Dans certains quartiers populaires, ce taux s'est même effondré sous la barre des 20%, transformant les bureaux de vote en salles quasi désertes. Les assesseurs et scrutateurs, désœuvrés devant leurs urnes vides, ont passé la journée à constater l'ampleur du mouvement de désobéissance civile pacifique. Les images des files d'attente habituelles, symbole traditionnel de l'engagement démocratique, ont laissé place à des photographies de bureaux fantômes. Cette absence massive dans la ville la plus peuplée du pays porte un coup terrible à toute prétention de légitimité électorale. Comment un gouvernement pourrait-il se targuer d'une victoire démocratique quand sa propre capitale refuse massivement de participer au processus ? Les marchés d'Abidjan, habituellement fermés les jours d'élection, ont continué leurs activités normalement, signe que la population considérait ce scrutin comme dépourvu d'importance réelle. Les maquis et restaurants ont affiché une fréquentation normale, preuve que les Ivoiriens avaient choisi de vaquer à leurs occupations quotidiennes plutôt que d'accomplir leurs devoirs civiques. Cette normalité troublante témoigne d'une rupture profonde entre le peuple et ses institutions politiques, une fracture qui ne pourra se combler par de simples ajustements cosmétiques. Le contraste entre les différentes régions du pays révèle les lignes de fracture politique qui traversent la nation ivoirienne. Dans les zones du nord et du centre, considérées comme des bastions traditionnels du pouvoir, la participation a effectivement atteint des niveaux plus élevés. Certaines localités ont même enregistré des taux de participation oscillant entre 55 et 60%, conformément aux attentes du régime. Ces chiffres témoignent de la persistance d'une base électorale fidèle, maintenue par des réseaux clientélistes solidement implantés et des liens communautaires forts. Cependant, même dans ces zones favorables, l'enthousiasme électoral est resté notablement inférieur au scrutin précédent, signe d'une érosion progressive du soutien populaire.
Les observateurs notent que même parmi les électeurs ayant participé, beaucoup l'ont fait plus par habitude ou pression sociale que par conviction réelle. Dans les régions de l'Ouest et du Sud, terre d'opposition historique, les bureaux de vote sont restés largement désertés tout au long de la journée. Certaines localités n'ont enregistré qu'une participation inférieure à 15%, transformant le scrutin en farce démocratique dans ces territoires. Cette géographie électorale contrastée souligne l'impossibilité d'atteindre une moyenne nationale acceptable, même avec une pondération favorable des résultats. Les calculateurs du régime ont beau multiplier les projections optimistes, la réalité arithmétique demeure implacable et refuse de se plier aux désirs politiques. L'opposition ivoirienne savoure ce moment historique comme une victoire stratégique majeure, obtenue sans violence ni confrontation directe. Les grandes figures de la contestation politique avaient lancé un appel clair au boycott électoral plusieurs semaines avant le scrutin. Leur stratégie reposait sur une analyse lucide de la situation politique. Plutôt que de participer à une élection dont ils contestaient la légitimité, ils ont choisi de la délégitimer par l'absence massive de leurs partisans. Cette tactique de la chaise vide s'est révélée d'une efficacité redoutable dans le contexte ivoirien actuel. Les leaders oppositionnels avaient bien compris qu'une participation même limitée conférerait une apparence de normalité démocratique au processus électoral contesté. En mobilisant leur base pour l'abstention plutôt que pour le vote, ils ont transformé l'élection elle-même en référendum sur la légitimité du régime. Le message envoyé par ce boycott massif résonne bien au-delà des frontières ivoiriennes et interpelle toute l'Afrique. Les populations du continent observent avec intérêt cette nouvelle forme de résistance politique, pacifique mais radicalement efficace. Les anciens présidents et figures historiques de l'opposition ont vu leur pari stratégique largement gagné par l'adhésion populaire massive à leur mot d'ordre. Leurs déclarations publiques, appelant à la désobéissance civile pacifique, ont trouvé un écho retentissant dans toutes les couches de la société ivoirienne. Cette mobilisation réussie pour l'abstention démontre paradoxalement la vitalité démocratique d'un peuple qui refuse de cautionner un processus qu'il juge truqué ou illégitime. La nuit qui a suivi la fermeture des bureaux de vote restera dans les annales comme un moment de haute tension politique. Traditionnellement, c'est durant ces heures obscures que s'opèrent les ajustements mystérieux des résultats électoraux dans de nombreux pays africains. Les observateurs internationaux, conscients de ces pratiques bien établies, avaient redoublé de vigilance pour surveiller le processus de compilation des votes. Pourtant, malgré cette surveillance accrue, les craintes d'une manipulation nocturne des chiffres demeurent vives dans l'esprit de nombreux Ivoiriens. L'histoire électorale du continent regorge d'exemples où des résultats provisoires défavorables au pouvoir se sont miraculeusement transformés en victoires confortables après une nuit de dépouillement. Les réseaux sociaux ivoiriens ont bourdonné d'activité durant toute la nuit, avec des citoyens vigilants partageant informations et rumeurs sur d'éventuelles tentatives de fraude. Cette mobilisation numérique constitue une nouvelle forme de surveillance citoyenne qui complique considérablement les manipulations électorales traditionnelles. Les photographies des procès-verbaux affichés dans les bureaux de vote ont circulé abondamment, créant une trace numérique difficile à effacer ou contredire. Cette transparence forcée par la technologie limite la marge de manœuvre des autorités électorales tentées d'embellir les résultats. Néanmoins, la promesse de nouveaux procès-verbaux arrivant mystérieusement durant la nuit alimente les suspicions légitimes d'une partie de la population. La question demeure. Comment expliquer qu'après la publication de chiffres catastrophiques, de nouveaux résultats plus favorables surgissent opportunément des ténèbres nocturnes? Le seuil symbolique des 50% est devenu l'obsession centrale de toutes les parties prenantes à cette crise électorale. Ce chiffre représente bien plus qu'une simple statistique technique dans le contexte politique actuel de la Côte d'Ivoire. Il incarne la frontière entre légitimité et illégitimité démocratique, entre un scrutin acceptable et une mascarade électorale inacceptable pour la communauté internationale. Les juristes constitutionnels débattent fiévreusement sur les implications légales d'une participation inférieure à ce seuil critique. Certains arguent qu'aucun texte ne fixe explicitement ce minimum pour valider une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. D'autres rétorquent que le droit international et les principes démocratiques universels exigent une participation minimale pour conférer une légitimité au scrutin. Cette bataille juridique se doublera inévitablement d'une bataille politique intense dans les prochains jours et semaines. Le régime en place mobilise tous ses juristes et communicants pour préparer une argumentation justifiant la validité du scrutin même avec une faible participation. L'opposition, de son côté, fourbit déjà ses armes juridiques pour contester toute tentative de valider une élection massivement boycottée. Les organisations internationales observent cette situation avec une attention particulière, sachant que leur position influencera considérablement l'issue de cette crise. La reconnaissance ou non de la légitimité de ce scrutin par la communauté internationale déterminera largement la stabilité politique future du pays. Les chancelleries occidentales et africaines pèsent soigneusement leurs mots, conscientes que leur verdict aura des répercussions bien au-delà des frontières ivoiriennes. Le message envoyé par le peuple ivoirien à travers cette abstention massive transcende les simples considérations électorales techniques. Cette désertion des urnes exprime un profond désenchantement vis-à-vis d'un système politique perçu comme confisqué par une élite déconnectée des réalités populaires. Les Ivoiriens ordinaires, dans leur majorité, ne croient plus que le processus électoral puisse générer un changement réel dans leurs conditions de vie. Cette perte de foi démocratique constitue un danger considérable pour la stabilité à long terme de toute nation. Lorsque la population ne voit plus dans le vote un outil de transformation sociale, elle se tourne inévitablement vers d'autres formes d'expression politique, parfois plus violentes ou déstabilisatrices. Le boycott massif de ce scrutin révèle également une fracture générationnelle profonde dans la société ivoirienne contemporaine.
Les jeunes, qui constituent la majorité démographique du pays, se sont massivement abstenus, exprimant ainsi leur rejet d'un système politique dominé par des figures vieillissantes. Cette jeunesse désenchantée aspire à un renouvellement radical des pratiques politiques et refuse de cautionner la perpétuation de mécanismes qu'elle juge obsolètes. Les réseaux sociaux, espace privilégié d'expression de cette jeunesse, ont vibré de commentaires sarcastiques et désabusés sur le scrutin en cours. Cette génération connectée et informée ne se satisfait plus des promesses creuses et des rituels démocratiques vidés de leur substance. Elle exige une transformation profonde des modalités de gouvernance et de représentation politique dans le pays. Le régime en place, largement composé de figures politiques héritées des décennies précédentes, peine à comprendre et à répondre aux aspirations de cette jeunesse impatiente. L'Afrique tout entière observe avec fascination ce qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire et y voit potentiellement un modèle reproductible. Le boycott électoral comme stratégie de contestation politique pourrait inspirer d'autres mouvements d'opposition sur le continent confrontés à des régimes autoritaires. Cette tactique présente l'avantage de la non-violence, tout en infligeant un coup potentiellement fatal à la légitimité des pouvoirs contestés. Les régimes africains vieillissants, tentés par la manipulation constitutionnelle pour se maintenir indéfiniment au pouvoir, observent avec inquiétude cette nouvelle arme aux mains des oppositions. Si le boycott ivoirien réussit à invalider ou délégitimer ce scrutin, il créera un précédent encourageant pour d'autres populations africaines, lassées de démocratie de façade. Les organisations de la société civile panafricaine suivent de près l'évolution de la situation et préparent déjà des analyses sur les leçons à tirer. Cette dimension continentale transforme la crise électorale ivoirienne en un moment potentiellement charnière pour les pratiques démocratiques africaines. Les institutions régionales comme l'Union africaine se trouvent placées devant un dilemme épineux concernant leur position officielle. Valider un scrutin massivement boycotté reviendrait à cautionner des pratiques démocratiques minimales et à encourager d'autres régimes à ignorer la volonté populaire. Inversement, invalider cette élection pourrait créer un précédent déstabilisant et ouvrir la boîte de Pandore des contestations électorales généralisées sur le continent. Cette situation teste la maturité des institutions démocratiques africaines et leur capacité à défendre des principes plutôt que des intérêts géopolitiques à court terme. La suite des événements dans les prochains jours déterminera non seulement l'avenir politique immédiat de la Côte d'Ivoire, mais aussi celui de nombreux pays africains confrontés à des situations similaires. Le régime en place se trouve face à un choix cornélien aux implications considérables pour sa survie politique. Reconnaître l'échec de ce scrutin et accepter son invalidation signifierait une capitulation politique humiliante, mais pourrait ouvrir la voie à un dialogue national salvateur. Forcer la validation d'une élection manifestement rejetée par la moitié de la population risque de plonger le pays dans une crise de légitimité prolongée aux conséquences imprévisibles. Les conseillers du pouvoir débattent férocement de la meilleure stratégie à adopter face à cette situation inédite et périlleuse. Certains plaident pour une attitude de fermeté, arguant qu'aucune disposition légale n'invalide formellement le scrutin en dessous du seuil symbolique des 50%. D'autres, plus lucides, comprennent qu'une victoire purement technique ne résoudra rien si elle n'est pas accompagnée d'une légitimité populaire minimale. Le peuple ivoirien, lui, attend désormais avec une patience vigilante de voir comment les institutions réagiront à ce verdict sans appel. Cette attente tendue contient en germe aussi bien l'espoir d'un renouveau démocratique que le risque d'une confrontation politique majeure. L'histoire africaine contemporaine s'écrit en ce moment même dans les rues d'Abidjan et dans les bureaux feutrés, où se décide l'avenir d'une nation à la croisée des chemins démocratiques. Les images insoutenables qui ont circulé durant les jours précédents et suivant le scrutin resteront gravées dans la mémoire collective ivoirienne comme un témoignage accablant de la brutalité du système. Des corps sans vie gisant sur le bitume, des familles éplorées pleurant leurs enfants tombés pour avoir osé réclamer leurs droits démocratiques fondamentaux. Ces scènes tragiques rappellent les heures les plus sombres de l'histoire récente du pays et ravivent un peu des traumatismes collectifs que l'on croyait cicatrisés. Les manifestations qui ont précédé le scrutin contesté se sont heurtées à une répression d'une violence inouïe de la part des forces de sécurité. Des jeunes gens pacifiques, brandissant des pancartes et scandant ont été accueillis par des tirs à balles réels, plutôt que par le dialogue. Cette escalade dans la violence révèle le désespoir d'un pouvoir qui ne sait plus répondre aux contestations légitimes que par la force brutale. Les hôpitaux d'Abidjan et d'autres villes du pays ont reçu un afflux de blessés par balles, témoignage glaçant de l'usage disproportionné de la force létale. Certains de ces blessés ne reverront jamais les leurs, emportés par des tirs qui visaient à tuer plutôt qu'à disperser. Les médecins et infirmiers, submergés par l'afflux de victimes, ont témoigné de leur horreur face à des blessures manifestement causées par des armes de guerre. Ces professionnels de santé, pourtant habitués aux urgences, ont été choqués par la nature et la gravité des traumatismes constatés. Comment justifier l'usage d'une telle violence contre des citoyens non armés, exerçant leur droit constitutionnel de manifester pacifiquement? Les quartiers populaires d'Abobo, Yopougon et Adjamé ont particulièrement souffert de cette répression sanglante, orchestrée par le régime. Ces bastions historiques de l'opposition ont subi des raids punitifs des forces de sécurité qui ressemblaient davantage à des opérations militaires qu'à du maintien de l'ordre civil. Les habitants de ces quartiers racontent des scènes d'une brutalité inimaginable. Des portes défoncées en pleine nuit, des jeunes hommes arrêtés arbitrairement sans mandat ni justification légale, de gendarmerie. Certaines familles recherchent encore désespérément des proches disparus lors de ces opérations nocturnes, sans obtenir la moindre information des autorités.
Ces disparitions forcées rappellent les méthodes des dictatures les plus sombres et jettent une ombre terrible sur les prétentions démocratiques du régime. Les organisations de défense des droits humains ont documenté minutieusement ces violations, collectant témoignages et preuves pour d'éventuelles poursuites futures. Leurs rapports dressent un tableau accablant de violations systématiques des droits fondamentaux durant cette période électorale tragique. Les images de morgues débordées, que les autorités tentent vainement de circulant néanmoins sur les réseaux sociaux malgré les efforts de censure. Ces photographies insoutenables montrent des corps d'hommes jeunes, souvent identifiables par leurs vêtements, attendant que leurs familles viennent les réclamer. Le nombre exact de morts reste sujet à controverse, les autorités minimisant systématiquement les chiffres, tandis que l'opposition et les ONG évoquent des dizaines de victimes. Les funérailles de ces martyrs de la démocratie se sont transformées en gigantesques manifestations de deuil et de colère populaire. Malgré l'interdiction officielle des rassemblements publics, des milliers de personnes ont bravé les menaces pour accompagner ces jeunes vies fauchées en pleine fleur. Ces cortèges funèbres ont défilé dans les rues en scandant des slogans hostiles au régime et en réclamant justice pour les victimes. L'émotion était palpable, mêlant douleur sincère et rage contenue face à l'injustice de ces morts évitables. Les mères éplorées, effondrées sur les cercueils de leurs fils, incarnent la tragédie humaine qui se joue derrière les statistiques électorales et les calculs politiques. Leurs larmes et leurs cris déchirants rappellent que derrière chaque chiffre se cache une histoire humaine, une famille brisée, un avenir anéanti. Les discours prononcés lors de ces cérémonies ont pris une tonalité résolument politique, transformant ces moments de recueil. Les orateurs ont solennellement promis que ces sacrifices ne resteraient pas vains et que la lutte continuerait jusqu'à la victoire finale de la justice. Ces promesses résonnent comme des engagements lourds de conséquences pour l'avenir politique du pays. Les autorités religieuses, présentes en nombre lors de ces funérailles, ont également élevé la voix pour condamner la violence excessive employée contre des manifestants pacifiques. Leur prise de position morale renforce la légitimité de la contestation et isole davantage le régime sur le plan éthique et spirituel. Les églises et mosquées sont devenues des sanctuaires pour la contestation, offrant une protection symbolique contre la répression brutale de l'État. Les témoignages directs des survivants de cette répression sanglante glacent le sang et révèlent l'ampleur du traumatisme collectif infligé à la population. Un jeune étudiant raconte comment son meilleur ami s'est effondré à ses côtés, touché en pleine poitrine par une balle tirée à bout portant sans sommation préalable. Une mère de famille décrit les longues heures d'angoisse passées à rechercher son fils adolescent dans les différents commissariats de la ville sans obtenir d'informations. Un commerçant témoigne avoir vu des policiers roués de coups, un jeune homme déjà menotté et incapable de se défendre. Ces récits individuels, multipliés par centaines, composent le portrait terrifiant d'un État qui s'attaque délibérément. Les cicatrices physiques de ces violences mettront des mois à guérir, mais les traumatismes psychologiques persisteront bien plus longtemps. Les psychologues et travailleurs sociaux qui interviennent auprès des victimes et de leurs familles alertent sur une véritable crise de santé mentale en gestation. Le stress post-traumatique, l'anxiété généralisée et la dépression touchent massivement les communautés qui ont subi cette violence d'État. De nombreux jeunes témoins de ces scènes terrifiantes développent des troubles du sommeil et des cauchemars récurrents qui perturbent leur vie quotidienne. Cette guerre contre sa propre jeunesse que mène le régime aura des conséquences sociétales profondes et durables pour toute une génération. La confiance en les institutions, déjà fragile, s'est effondrée complètement chez ceux qui ont vécu ces violences directement ou indirectement. Comment reconstruire un contrat social lorsque l'État lui-même devient le principal prédateur de ses citoyens les plus vulnérables ? L'impunité dont jouissent les auteurs de ces violences ajoute l'insulte à la blessure et entretient un cycle vicieux de vengeance et de ressentiment. Aucun membre des forces de sécurité n'a été inquiété pour ces meurtres et violences malgré l'abondance de preuves visuelles et testimoniales. Cette absence totale de responsabilisation envoie un message glaçant. On peut tuer impunément du moment que l'on porte un uniforme et que l'on agit au nom du pouvoir. Les appels à l'ouverture d'enquêtes indépendantes sur ces violences se heurtent au silence obstiné des autorités judiciaires, elles-mêmes inféodées au pouvoir exécutif. Cette complicité institutionnelle dans l'étouffement de la vérité transforme l'ensemble de l'appareil d'État en complice de ces crimes. Les victimes et leurs familles se tournent donc vers les juridictions internationales, espérant obtenir justice là où leur propre pays la leur refuse obstinément. Des plaintes ont été déposées auprès de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, espérant qu'un jour les responsables répondront de leurs actes. Cette judiciarisation internationale de la crise ivoirienne témoigne de l'échec complet des mécanismes internes de justice et de régulation. Les avocats spécialisés dans les droits humains travaillent d'arrache-pied pour documenter chaque cas et construire des dossiers juridiques solides contre les auteurs présumés. Leur travail méticuleux de collecte de preuves et de témoignages constitue une course contre le temps avant que les traces ne s'effacent. Ces professionnels du droit savent que la justice peut prendre des années, voire des décennies, mais ils persistent dans leur mission avec une détermination admirable. Leur engagement incarne l'espoir que, tôt ou tard, aucun crime ne reste impuni et que la vérité finit toujours par triompher de l'oppression. Les médias indépendants, cibles privilégiées de la répression, ont payé un lourd tribut pour avoir osé documenter et diffuser ces violences. Plusieurs journalistes ont été agressés, leurs équipements confisqués ou détruits. Certains même brièvement détenus pour avoir simplement fait leur travail. Ces attaques délibérées contre la liberté de la presse visent à maintenir un voile d'ignorance sur les exactions commises par le régime. Pourtant, malgré l'intimidation et les menaces, ces professionnels courageux ont continué à informer le public sur les réalités cachées de cette crise.
Leurs reportages, souvent réalisés au péril de leur vie, constituent le témoignage historique indispensable de cette période sombre. Les images choquantes capturées par ces journalistes braques ont circulé internationalement, alertant l'opinion mondiale sur la situation en Côte d'Ivoire. Cette couverture médiatique, malgré tous les obstacles, a joué un rôle crucial en empêchant le régime de dissimuler complètement l'ampleur de la répression. Les réseaux sociaux ont également servi de relais d'information alternatifs face à la censure des médias traditionnels. Des citoyens ordinaires, armés de leur téléphone portable, sont devenus des journalistes citoyens documentant en temps réel les violences dont ils étaient témoins. Ces vidéos amateurs, souvent tremblantes et de qualité médiocre, possèdent une authenticité brute que ne peuvent égaler les productions professionnelles. Leur diffusion virale a permis de contourner les tentatives de contrôle de l'information par les autorités et d'exposer la vérité au grand jour. Cette démocratisation de l'information représente un défi majeur pour les régimes autoritaires qui ne peuvent plus monopoliser le récit des événements. Les conséquences psychosociales de cette violence d'État se répercuteront sur plusieurs générations d'Ivoiriens traumatisés par ces événements. Les enfants qui ont assisté à l'arrestation violente de leurs parents ou de leurs frères aînés porteront toute leur vie les séquelles de ces scènes traumatisantes. Les communautés entières, terrorisées par les raids nocturnes et les disparitions inexpliquées, vivent désormais dans une peur permanente qui mine leur cohésion sociale. Cette atmosphère de terreur calculée vise précisément à briser toute velléité de résistance en traumatisant profondément la population. Pourtant, l'histoire enseigne que la violence excessive produit souvent l'effet inverse en radicalisant ceux qu'elle prétend soumettre. Les jeunes qui ont perdu des amis dans cette répression ne l'oublieront jamais et porteront longtemps la rancœur contre un système qui les a privés de leurs compagnons. Cette génération meurtrie nourrira probablement des aspirations révolutionnaires plus radicales que celles de leurs aînés, ayant payé de leur sang le prix de l'engagement politique. Les spécialistes en résolution de conflits s'inquiètent de la création d'un réservoir de ressentiment qui pourrait alimenter des violences futures si aucune justice n'est rendue. La réconciliation nationale, déjà difficile dans un pays marqué par des décennies de tensions politiques, devient presque impossible après de tels bains de sang. Comment demander aux familles endeuillées de pardonner lorsque les assassins de leurs proches continuent de patrouiller impunément dans les rues? Cette question éthique déchirante se pose avec une acuité particulière dans le contexte ivoirien contemporain où les plaies du passé ne sont jamais vraiment cicatrisées. Les leaders religieux et traditionnels, gardiens de la paix sociale, se trouvent démunis face à l'ampleur de la fracture créée par ces violences. La communauté internationale, longtemps silencieuse ou complaisante envers le régime, commence timidement à élever la voix face à ces violations flagrantes. Plusieurs organisations internationales de défense des droits humains ont publié des rapports accablants documentant les exactions commises durant cette période électorale. Leurs conclusions unanimes pointent la responsabilité directe du gouvernement dans ces violences et appellent à des sanctions contre les responsables identifiés. Certains pays occidentaux ont évoqué la possibilité de geler les avoirs de hauts responsables impliqués dans la répression brutale des manifestations pacifiques. Ces menaces de sanctions ciblées, si elles se concrétisaient, constitueraient un signal fort envoyé au régime et à ses soutiens. Néanmoins, les considérations géopolitiques et les intérêts économiques tempèrent souvent l'ardeur moralisatrice de la communauté interne. Les puissances régionales africaines, également confrontées à des contestations internes, hésitent à condamner trop fermement des méthodes qu'elles pourraient elles-mêmes être tentées d'employer. Cette solidarité tacite entre régimes autoritaires africains constitue un obstacle majeur à l'émergence d'une véritable gouvernance démocratique sur le continent. Les institutions panafricaines, créées théoriquement pour promouvoir les valeurs démocratiques et les droits humains, se révèlent souvent impuissantes ou réticentes à sanctionner leurs membres. Cette hypocrisie institutionnalisée mine la crédibilité de ces organisations et renforce le cynisme des populations qui ne croient plus en leur capacité d'action. Seule une pression internationale coordonnée et soutenue pourrait potentiellement infléchir le comportement d'un régime déterminé à se maintenir au pouvoir à tout prix. Les avocats des victimes construisent patiemment leurs dossiers en vue de futures poursuites judiciaires nationales et internationales contre les responsables de ces violences. Leur travail minutieux de documentation implique la collecte de témoignages écrits et vidéos, l'établissement de chaînes de commandement et l'identification précise des auteurs présumés. Ces professionnels du droit savent que la justice peut prendre des années, mais que leur travail actuel sera crucial pour d'éventuels procès futurs. Ils s'inspirent des précédents internationaux, où des dirigeants autrefois intouchables ont finalement dû répondre de leurs crimes devant des tribunaux. Cette perspective de justice différée maintient l'espoir parmi les victimes et leurs familles que leurs souffrances ne resteront pas vaines. Les experts en justice transitionnelle soulignent l'importance de ces processus de documentation pour la réconciliation nationale future. Sans établissement clair de la vérité et sans reconnaissance des torts subis, aucune société ne peut véritablement tourner la page de son histoire violente. Les commissions vérité et réconciliation, lorsqu'elles fonctionnent correctement, peuvent jouer un rôle cathartique en permettant aux victimes de témoigner publiquement. Cependant, ces mécanismes ne peuvent remplacer la justice pénale proprement dite et doivent idéalement la compléter plutôt que s'y substituer. Le défi ivoirien consistera à équilibrer les impératifs de justice avec les nécessités de la paix sociale dans une société profondément divisée. Cette équation délicate a rarement trouvé des solutions parfaites dans l'histoire contemporaine, mais l'absence de tout effort en ce sens condamne les sociétés à répéter cycliquement leur tragédie. Les cicatrices laissées par cette répression sanglante marqueront durablement le paysage politique et social ivoirien pour les décennies à venir.
Chaque famille ayant perdu un proche dans ces violences devient un vecteur de mémoire et potentiellement de revendications politiques futures. Ces morts ne seront pas oubliés et leurs noms seront invoqués dans les combats politiques futurs comme symbole du sacrifice ultime pour la liberté. Les lieux où sont tombés ces martyrs de la démocratie deviendront probablement des sites de mémoire où les générations futures viendront se recueillir et renouveler leur engagement. Cette sacralisation de l'espace urbain, la responsabilité des historiens sera de consigner fidèlement ces événements pour que les générations futures comprennent le prix payé pour la démocratie. Cette mémoire collective en construction déterminera largement l'identité nationale ivoirienne des prochaines décennies et la nature du contrat social que le pays parviendra à établir. Voilà la vérité brute que les médias officiels vous cachent sur la débâcle électorale ivoirienne.